Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 8 mars 2024, il est 10h en France et 18h au Japon. On est absolument de retour à vendredi, ça faisait un petit moment. Et c'est parti pour un tout nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée du tout Laputa, à l'exception de toutes les autres. Matinale durant laquelle, vous le savez, on va faire ensemble le tour de l'actualité pop culture de la semaine passée en essayant de gratter comme d'habitude tout ce qui se cache derrière les dernières tendances, les œuvres et les news industrie du moment, avec toujours à l'œil les travailleurs et les travailleuses qui font cette pop culture et à l'oreille une succession d'extraits de bandes originales d'animés. C'est la patte sonore de l'émission et ça permet de découvrir toujours plus celles et ceux qui les font. Cette semaine dans Soft Power, une émission intitulée « Sous ce masque, il y a plus que de la chair. Sous ce masque, il y a une idée, Crédit. » Et les idées sont à l'épreuve des balles, comme le soulignait le personnage de V dans l'œuvre culte qu'a été et qu'est toujours V for Vendetta, puisque une fois n'est pas coutume, on mettra un pied dans le monde de l'émulation cette semaine, qui s'est pris ces 2 dernières semaines un historique coup de pression de Nintendo, petit artisan du jeu vidéo japonais qui s'est dit qu'il n'aurait pas grand chose à perdre, mais bien au contraire tout à gagner d'essayer de déboulonner Yuzu, émulateur de la console Nintendo Switch extrêmement populaire, et ce malgré une jurisprudence de prime abord défavorable, une affaire assez complexe en réalité qui est loin de ne concerner que ce seul émulateur, on en reparlera. On s'intéressera également à un événement, Charlie et la chocolaterie, qui s'est tenu il y a quelques jours à Glasgow, en Écosse, ou en tout cas, c'est ce que tout le monde croyait au début, l'événement s'étant au bout du compte révélé être une vaste arnaque dont l'empilement des séquences absolument improbables devrait vous faire sourire, et au moins autant écarquiller les yeux que pour moi. Ce sera une bonne news prise de tête entre les mains, alors prévoyez des moufles, parce que croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On découvrira aussi ensemble les premières images de la 20e saison de la série Grey's Anatomy, 20 ans d'exploitation pour une série qui a largement marqué le paysage des œuvres médicales par sa façon de mettre en scène l'hôpital, par ses personnages, mais aussi par son progressisme affiché, ou en tout cas de son soi-disant progressisme, et c'est précisément de ça dont on parlera. On ira également prendre l'avion direction l'Afrique du Sud pour faire un grand débrief de l'état de l'industrie du jeu vidéo là-bas, après une très chouette série d'enquêtes réalisées par le site Games Industry qui nous serviront de support pour en discuter un peu. Entre défis immenses et vraie progression socio-économique, le cœur du jeu vidéo sud-africain balance et il y aura pas mal de choses à en dire, vous verrez. Mais avant d'attaquer l'émission avec la bande-annonce de la semaine, il me semble important de dire quelques mots de l'officialisation qui a été faite ce matin conjointement par les studios Bird et Capsule Corporation Tokyo du décès d'Akira Toriyama à 68 ans, l'auteur de Dragon Ball, de Dr. Slump, de Sandland, mais aussi concepteur de personnages pour les jeux Dragon Quest, Chrono Trigger ou encore Blue Dragon. Akira Toriyama, dont le nom à lui seul évoque beaucoup de choses à beaucoup de gens à travers le monde, dont je fais totalement partie. Bien sûr, on pourrait revenir sur l'immense succès de Dragon Ball et rappeler à quel point l'œuvre a été absolument centrale pour la circulation des mangas hors des frontières nippones, en plus d'être toujours aujourd'hui un incroyable chef-d'œuvre de mise en scène et de mise en page, mais aussi et peut-être surtout pour la circulation des animés à l'international, tant le succès de Dragon Ball Z a été lui aussi sans précédent. On pourrait aussi rappeler le rapport de Toriyama à la production des œuvres, au moins symboliquement, puisqu'en se retirant des mangas au long cours après le succès de Dragon Ball, il a aussi été le témoin en bien des manières des conditions de travail de l'industrie qui finissent quasiment toujours par incapaciter celles et ceux qui pourtant la nourrissent. On pourrait parler de son style, de ses influences, de son amour pour les grognons de Jackie Chan, de sa vie privée, très privée, de son traitement, à tout le moins douteux, des femmes et des minorités dans ses œuvres. Pourquoi pas de ses rapports un petit peu douteux, eux aussi, aux Panama Papers, dans lesquels on retrouvait son nom. Mais il me semble néanmoins qu'il n'y a pas de plus bel hommage à l'homme que de parler de son héritage, de ses transmissions, comme a pu le faire 42 tomes durant la saga Dragon Ball. Et paradoxalement, les gens, s'il faudrait une émission entièrement dédiée à Toriyama pour explorer ne serait-ce qu'une frasque de l'influence qu'il a eue sur l'œuvre culturelle mondiale, c'est bien aujourd'hui les dizaines de milliers de messages de tristesse, de fan art, de chansons, de bouts d'histoire de vie, d'influence, de personnes qui se racontent ici et là à travers le travail de Toriyama qui me semble au bout du bout la chose la plus exceptionnelle
exceptionnelle, d'une carrière exceptionnelle. Alors voici ma pierre à l'édifice. Dragon Ball a été pour moi, comme pour beaucoup, une œuvre littéralement formatrice qui m'a donné beaucoup de choses à une époque où j'avais besoin de beaucoup recevoir, et ce à différents moments de ma vie. Une œuvre qui m'a ouvert à la puissance de l'imaginaire, au pouvoir de la fiction quant à ce qu'elle pouvait provoquer en moi et provoquer en d'autres. Une œuvre qui de toute évidence a été déterminante d'une façon ou d'une autre dans ma venue au Japon, et une œuvre que j'aimerais bien transmettre à mon tour, comme Goku transmettait la protection et le destin de l'humanité à la réincarnation de ce qui était pourtant son plus féroce ennemi à la fin du manga. Je lisais ce matin sur X un tweet de The French Phenomenon qui soulignait, je le cite, qu'aucun hommage ne sera assez fort pour décrire à quel point Akira Toriyama a changé nos vies. Moi, je crois qu'il se trompe, et que bien au contraire, tous les hommages seront assez forts pour décrire à quel point son œuvre a bien pu changer des vies. Au revoir, Akira. J'espère que tu seras accueilli favorablement par Emma Dayo aux portes du royaume des morts. Et dommage que cette fois-ci, les 7 boules de cristal ne suffisent plus à te ramener parmi nous. Voilà, bref, les gens, petit hommage incontournable cette semaine. Je vous recommande d'aller jeter un œil aux dizaines de milliers de messages qu'on peut déjà un peu retrouver partout sur les réseaux pour voir et peut-être comprendre un peu ce qu'a été Akira Toriyama pour beaucoup. Je vous propose de reprendre le cours normal de l'émission et de bien démarrer comme il se doit, c'est la tradition, avec la bande-annonce de la semaine. Et pour suivre le mouvement du dernier numéro de Soft Power, je vous propose de rester dans le monde de l'animation. Faites chauffer vos puces, resserrez quelques boulons par-ci par-là, n'hésitez pas à lustrer vos iris pour voir mieux et démarrer en mode sans échec. Vous voilà fin prêt et fin prêtre à vous la jouer Robinson Crusoe. Pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Mais qu'est-ce que donc que cette larme qui perle sur ma joue à la suite de ces premières images de Le Robot Sauvage, film d'aventure animé inspiré de la série de livres éponyme de Peter Brown. Ah bah non, c'était la condensation à cause du chauffage, vous inquiétez pas, je le coupe, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, Le Robot Sauvage, donc film réalisé par Chris Sanders, un triple nominé aux Oscars pour Dragon, pour Lilo et Stitch, dont il fait d'ailleurs la voix originale de Stitch, et pour Les Croods, le tout sous l'égide de DreamWorks Animation et distribué par Universal
Universal Pictures. À noter qu'on retrouve aussi Raymond Ziba qui a largement participé à la création de la franchise Kung Fu Panda, à la production design du film, aux côtés de Heidi Jo Gilbert au scénario. Heidi Jo Gilbert qui avait travaillé notamment sur Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, et qui a visiblement très fortement inspiré la direction artistique globale de ce robot sauvage. Et au casting voix, puisque voix il y aura, contrairement à ce que pu suggérer cette bande-annonce, qui nous la joue un petit peu version revisitée des 30 premières minutes du film Wall-E, Lupita Nyong'o, mais aussi Pedro Pascal, Catherine O'Hara, Bill Nighy, Kit Connor, Stephanie Su, Mark Hamill, Matt Berry et Ving Rhames. Sacré casting qui nous racontera les aventures d'une robot rose échouée sur une île déserte au contact de la faune et de la flore locale qui vont devenir sa nouvelle famille. Mais ça, c'était sans compter sur le terrible fabricant de roses qui fera tout pour la récupérer. Si vous avez une légère impression de déjà-vu suite à ces premières images très colorées, sachez que c'est en grande partie volontaire, le film ayant aussi à cœur de référencer et de révérencer 25 années de robots du cinéma d'animation, d'où cette phrase prononcée en voix off dans la bande-annonce: parfois, pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé, qui en dit long sur la profession de foi du film, tout en faisant référence au cœur du film Le Géant de fer de Brad Bird de 1999. Mais ne vous y trompez pas, les gens, si le robot sauvage est aussi empreint de nostalgie, ce n'est pas tant parce qu'il se veut être le résumé d'une vingtaine d'années de l'exploration du robot et de ses thématiques dans le cinéma d'animation, que parce qu'il est très vraisemblablement le tout dernier film produit intégralement en interne chez DreamWorks Animation. Ça, c'est ce qu'on apprenait l'année dernière suite à une énième mesure de rationalisation des coûts touchant l'industrie d'animation. En octobre, DreamWorks Animation annonçait abandonner la production de films en interne dans son studio de Glendale en Californie pour massivement passer la main à des studios tiers. Fini le DreamWorks tel qu'on pouvait encore l'imaginer il y a quelques années, géant de l'animation historique et l'un des derniers grands studios de Los Angeles à encore produire en interne. Mais ça, c'était avant, les gens, puisque dès l'année prochaine, tous les films du studio soigneusement placés sur le calendrier seront en grande partie externalisés, dans ce qui seront dans un premier temps soit des productions mixtes, soit des productions entièrement animées par des studios partenaires. On a l'exemple notamment d'une de ces dites productions mixtes pour une œuvre non encore présentée en partenariat avec Sony Pictures Imageworks. Sony Pictures Imageworks, souvenez-vous, on en avait parlé à l'occasion de Spider-Man Across the Spider-Verse, un studio pas corrélé du tout au syndicat américain d'animation. Le studio est à Vancouver et aux conditions de travail complètement éclatées. Bref, le grand plaisir. Un partenariat qui permet de mieux comprendre aussi la future stratégie de mixion de la production pour DreamWorks, puisqu'en l'espèce, la majeure partie du film est et sera toujours réalisée en interne, mais où une trentaine de minutes, elle sera réalisée chez Sony, qui s'occupera également de 50% de la création d'actifs. C'est pas encore un 50-50, mais on voit très bien où va le pied dans la porte. A fortiori que la part réservée à Sony concerne bien des plans majeurs du film et des séquences entières, et pas comme on pourrait l'imaginer d'une simple délégation du décor des épisodes filler où Goku et Piccolo passaient leur permis de conduire ensemble. Mais Lex, ça n'a rien à... Bref, cette mixion, voire cette totale externalisation, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire une réduction des coûts de production chez DreamWorks au bas mot de 20%, dans un processus dont vous adorez l'étiquette, je le sais, d'attrition naturelle. J'adore ce terme. Attrition naturelle. Je le redis encore une fois. Attrition naturelle, comme le soulignait si bien en septembre dernier le directeur de l'exploitation du studio Randy Lake. Attrition naturelle, vous connaissez le truc, on ferme petit à petit les postes en ne renouvelant pas ceux de travailleurs et de travailleuses contractuels. Mais ça va parce qu'ils vont avoir au moins 4 semaines de préavis, nous dit Randy Lake. C'est lunaire. Et tout ceci n'est pas sans poser non plus de vraies questions, de conflits d'intérêts. Randy Lake ayant longtemps fait partie des hauts postes décisionnels chez Sony Pictures Imageworks. Tiens, voilà que le complot se réveille en moi. Non, plus sérieusement, il est clair que les fortes réductions fiscales au Canada et l'absence de syndicats sont des arguments de poids pour ces nouvelles opérations de DreamWorks, notamment en partenariat avec Sony Pictures Imageworks. À plus forte raison qu'on est à l'embouchure, vous le savez, d'une très potentielle grève des animateurs et des animatrices cette année. L'accord du syndicat de l'Animation Guild se terminant prochainement, ce qui va entraîner mécaniquement le démarrage de nouvelles négociations avec les studios, remettant ainsi en avant des questions très similaires à celles qui ont été posées l'année dernière par les syndicats des acteurs, des actrices et des scénaristes d'Hollywood, à savoir celles de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, mais aussi celle de la mise en place plus que nécessaire d'une véritable protection contre l'intelligence
l'intelligence artificielle. Mais tiens, les gens, qui disait récemment que les intelligences artificielles génératives allaient dans les années à venir remplacer 90% de la profession d'animateur et d'animatrice? Jeffrey Katzenberg, le cofondateur de DreamWorks lui-même. Je vous laisse les gens en profiter. You know, I made an animated movie. It took 500 artists 5 years to make a world-class animated movie. I think it won't take 10% of that. Literally, I don't think it will take 10% of that 3 years out from now. Not 10 years. Voilà, j'ai mon moi complotiste qui est en train de tout casser dans ma tête. Il n'y a plus rien qui tient debout, c'est malheureux. Bref, beaucoup de choses qui vont se jouer dans les mois à venir dans le monde de l'animation. Et c'est aussi de ce beaucoup de choses dont est témoin, il me semble, Le Robot Sauvage qui sortira le 9 octobre prochain et qui, avec Kung Fu Panda 4, qui sortira lui dans 3 semaines, sera le dernier des Mohicans d'une production entièrement en interne à DreamWorks dans les règles et protections syndicales de l'art. Espérons que les travailleurs et travailleuses de l'animation pourront, à l'instar de Ross dans le film, comme on le voit dans la bande-annonce, se réunir pour mieux botter le cul de leurs concepteurs, et ça en dépit de l'extrême atomisation de la profession, a fortiori ces dernières années. Mais écoutez, parfois, pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Some examples from the growing video game industry in Africa. African video games are in their infancy with just a few studios up and running. But with more young people than any other continent, the sector is expecting double-digit growth in the years to come. Est-ce que vous connaissez Games Industry, ce site web traitant de l'actualité non pas du jeu vidéo, mais de l'industrie du jeu vidéo, dépeignant par exemple autant les résultats d'entreprises que les licenciements qui égrènent largement le milieu depuis des mois? Eh bien, les gens, depuis quelques semaines, la plateforme s'est lancée dans le travail d'une longue série de rapports territoriaux dans lesquels elle explore la question du jeu vidéo et sa production au sein d'industries locales diverses. Et après de très intéressants rapports sur l'industrie du jeu vidéo en Australie et en Italie, cette semaine, Games Industry revient avec une série d'articles à propos de l'Afrique du Sud, dans un contexte où, on en avait déjà un petit peu parlé dans l'émission, et c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui, dans un contexte où le pays est l'un des plus grands marchés du jeu vidéo et d'e-sport du continent, à tel point qu'une étude de Newzoo et de Carrie First de 2021 analysait que 40% de la population jouant aux jeux vidéo en Afrique subsaharienne était en Afrique du Sud. Pour vous dire le poids que ça représente et pourquoi il me semble qu'il est important d'en parler, et c'est précisément les gens dans ce cadre que les petits gars de Games Industry se sont également dit, et à raison, que ce serait intéressant de faire le point sur l'actualité de l'industrie sud-africaine. Je vous fais un petit résumé de tout ce qu'on peut y trouver. Vous allez voir, c'est assez intéressant. À commencer par ce nombre important, 266 millions de dollars, ce sont les revenus générés en 2023 par l'industrie sud-africaine du jeu vidéo. Une goutte d'eau, évidemment, dans le marché mondial du gaming, chiffré à plus de 184 milliards de dollars, mais une goutte d'eau dans un geyser à retardement, dans un marché en pleine croissance, plus 4,7 points en 3 ans, marché dont on prospecte qu'il atteindra par ailleurs les 333 millions de dollars d'ici 2 ans. Marché donc, comme on avait déjà pu en toucher quelques mots ici pour tout un tas d'autres pays d'Afrique, la grande majorité des dépenses est faite sur le marché mobile qui représente 91% des revenus. C'est écrasant. Marché, enfin, qui touche 26,5 millions de joueurs et de joueuses dans le pays, majoritairement des jeunes, à 46% des femmes, pour un total de 44% de la population sud-africaine, ce qui est nettement moins, pour simple comparaison et comparaison simpliste par ailleurs, qu'en France où on est environ 72% de joueurs et de joueuses selon les derniers chiffres du syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs. 44% de joueurs et de joueuses sud-africaines, donc enclins à dépenser en moyenne 25 $ par an en jeu, principalement en microtransactions, vous l'imaginez bien, le marché étant principalement mobile. Mais Lex, à quoi qu'il joue en Afrique du Sud, ça doit être des jeux locaux extrêmement originaux dans un cadre local avec des expériences tout à fait novatrices. Ce que vous n'êtes pas abonné à cette émission? Non, évidemment que non. Le top 5 jeux, c'est bien sûr Fortnite, c'est les Sims 4, c'est Call of, c'est Minecraft, c'est Roblox. Il n'y a pas de raison. Autre chose intéressante, le rapport aux plateformes vidéo et de streaming telles que Twitch est lui aussi en large progression sur place, avec 64% des joueurs et des joueuses qui en regardent régulièrement le contenu. Pour le coup, là, c'est vraiment énorme, ce qui s'explique en partie par la moyenne d'âge
d'âge des joueurs et des joueuses sud-africains de 22 ans en moyenne. Dans son rapport, Games Industry cite également une étude approfondie de l'université Chulalongkorn Wits qui s'est intéressée en 2021 au paysage, cette fois-ci du développement des jeux vidéo en Afrique du Sud, de comment on fabrique du jeu vidéo sur place. Et là, c'est très intéressant. Étude dans laquelle on apprend qu'on dénombre pas moins d'une 60aine de studios de jeux actifs dans le pays, très majoritairement sous la forme de micro-entreprises de moins de 5 travailleurs et pas de travailleuses. J'y reviens juste après. Studios dont la moitié travaillaient à l'époque sur leur propre propriété intellectuelle et dont la large majorité d'entre eux est située à Cape Town ou à Johannesburg. Les 6 plus gros studios générant sans trop de surprise à eux seuls la majorité des revenus générés par les développeurs sud-africains. Vous imaginez bien, gros studios qui vont davantage tendre d'ailleurs à faire de la production de jeux consoles et PC, ce qui représente respectivement 4 et 5% du marché local seulement. Ça peut sembler un petit peu contre-intuitif de dire ça, mais pour ces gros studios, l'enjeu n'est pas tant de survendre en Afrique du Sud que de toucher l'intégralité du continent et de viser évidemment l'international, quand ce n'est pas l'international qui les vise en premier. On peut se souvenir que l'important studio 24-Bit Games derrière les jeux Neon White, Cocoon, Maquette, qui avaient eu leur petit succès, a été racheté par le très américain Annapurna Interactive, avec ce communiqué à l'époque complètement surréaliste de 24-Bit Games que je m'empresse de vous citer. C'est un accord naturel entre nos deux entreprises, Mulder et Scully, Cooper et Truman, Squall et Linoa, sauf que nous on est définitivement Squall parce qu'il a une veste cool et une arme à feu de malade, et Linoa un chien génial qui est aussi une arme, donc en fait peut-être que c'est une décision plus difficile que ce que je pensais au départ. Oui, d'accord, attendez, quoi ? Squall a une veste cool, mais de quoi on parle exactement ? Bref, rapport d'autant plus complexe à l'international, les gens qu'on assiste en parallèle de ces rachats, une fuite de cerveau des travailleurs et parfois travailleuses sud-africains à l'étranger, parfois pour délocaliser eux-mêmes leur studio, ce qui est le cas pour 80% d'entre eux, ce qui me semble colossal, mais parfois aussi pour rejoindre tout simplement des studios étrangers plus reconnus, plus rayonnants et où les conditions de développement, pourtant loin d'être la panacée, peuvent être meilleures, ce qui s'est notamment énormément produit pendant la pandémie où la mise en place de bon nombre d'instances de télétravail a accéléré de façon spectaculaire le nombre de développeurs locaux dans des entreprises internationales. Puisqu'il faut aussi rappeler les gens que malgré cette progression réelle de l'industrie sud-africaine du jeu vidéo, les défis à surmonter, à affronter, eux, restent de taille. On en avait déjà un petit peu parlé. Les investissements locaux ne se bousculent pas. Le soutien gouvernemental est encore extrêmement lacunaire, à tel point qu'on ne sait pas encore aujourd'hui à qui il faut s'adresser en local, puisque aucun ministère n'est encore affilié à l'industrie du jeu vidéo. Très clairement, il leur manque un Bruno Demande. Il faut aussi rappeler le problème géographique lors de l'Africa Games Week qui s'est tenue en décembre dernier, dont on avait déjà parlé dans l'émission, événement qui célèbre les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo sur tout le continent, même si l'événement est historiquement lié à l'industrie sud-africaine et que plus de 50% des participants sont encore aujourd'hui sud-africains. Nick Hall, PDG de nombreuses entreprises gravitant autour du logiciel et du jeu vidéo, soulignait, je le cite, « Le problème fondamental que nous essayons de résoudre est que l'écosystème mondial du jeu ignore en grande partie l'Afrique, à la fois en tant que marché et en tant que communauté de développement. Nous sommes isolés, nous n'avons pas facilement accès à des choses comme la GDC, la Gamescom ou le Tokyo Game Show, des grands salons et événements du jeu vidéo international. Une partie des raisons est géographique, car l'Afrique du Sud est tout simplement loin de partout. Nous ne pouvons pas nous rendre rapidement à la Gamescom. C'est un vol minimum de 14 heures et cela rend le vol cher. Problème géographique très concret auquel vous pouvez également ajouter les problèmes logistiques de visa, les problématiques administratives, mais aussi la problématique de l'expérience qui manque encore localement, même si on apprend que dans cette étude approfondie de l'université Chulalongkorn Wits qu'on assiste progressivement à un gain d'expérience des professionnels de l'industrie, puisque désormais c'est 21% d'entre eux et d'entre elles qui ont plus de 10 ans d'ancienneté, ce qui n'empêche qu'encore la moitié a moins de 5 ans d'expérience, c'est pas beaucoup. Problème d'expérience qu'il faut ajouter à l'important manque d'infrastructures, parfois d'équipements internet, parfois même de stabilité de l'électricité, comme le soulignent plusieurs studios interviewés par Games Industry, même si certains d'entre eux sont là avec des couteaux entre les dents pour en faire au contraire une force motivationnelle, comme le PDG de Nyamakop, Ben Mires, qui crie au micro de Games Industry, nous, on va les faire les jeux, on va faire nos jeux, et si on n'a pas d'électricité stable, on se démerdera avec des ondulateurs et des batteries, rien à foutre de ta dérivation. Ok, d'accord, Ben, ok, force à toi, j'imagine. Et il faudra aussi rappeler des problèmes parfois encore plus concrets, comme la problématique des livraisons de kits de développement nécessaires pour développer sur telle ou telle machine qui n'arrive pas à passer les frontières sud-africaines. Maintenant, les gens,
Une fois qu'on a dit ça, il faut encore redire que malgré tout, on observe une réelle envie de jeux vidéo dans le pays, dans le continent, mais aussi paradoxalement une envie d'Afrique à l'international, toute proportion gardée évidemment, dans une mixité des cultures qui enlise toute complexité, on le documente assez souvent ici, mais une envie d'Afrique quand même, relevée par de nombreux développeurs qui y voient dans les succès de Black Panther, des productions Nollywood, des Afrobeats ou plus récemment du Grammy de Tyla aux Grammy Awards, une brèche à emprunter pour imposer d'autres discours, et ici des discours locaux, et on voit aussi cette aspiration, même sur place, avec le développement de la scène du streaming, de la scène e-sport, notamment depuis 2015, et aussi avec le grand événement de la Naglan qui cartonne régulièrement, assez logique dans un pays aux infrastructures malgré tout beaucoup plus riches que dans bon nombre d'autres pays du continent. Bref, il y a encore pas mal de choses traitées sur Games Industry, dont dans un lien que je vous mets en description, mais là où on débouche tout de même, il me semble, sur quelques dingueries, les gens, c'est que l'un des plus grands défis auxquels est confrontée l'industrie sud-africaine du jeu vidéo, c'est celui de ses représentations dans un contexte où un recensement de 2022 montrait que, écoutez ça bien, c'est assez virant, si seulement 7,3% de la population sud-africaine était blanche, 82% des professionnels du jeu vidéo présentés dans cette fameuse étude de l'université Chimologong-Wits, eux, l'étaient. Une disparité assez impressionnante, mais assez peu surprenante dans un pays dont les conséquences de l'apartheid, cette politique de séparation fondée sur des critères ethniques et raciaux qui s'est étendue de 1948 à 1991, structure encore largement les rapports sociaux, état des rapports sociaux qui expliquent aujourd'hui en très large partie l'importante disparité des représentations, les personnes blanches de classe moyenne ayant pu grandir en jouant à des jeux vidéo, ayant eu de meilleurs accès à la technologie, à l'éducation, dans des environnements qui leur permettaient aussi d'avoir le temps de jouer, a fortiori que les jeux sud-africains ont longtemps mis l'accent sur les expériences éducatives. Ces mêmes personnes blanches qui aujourd'hui encore sont plus susceptibles dans le monde du travail sud-africain de pouvoir subvenir à leurs besoins tout en travaillant dans une industrie, celle du jeu vidéo, encore très notablement non professionnelle et aux carrières encore bien souvent très peu viables. L'étude de l'université Chimologong-Wits mettant à ce titre en avant que les professionnels de l'industrie sont, et de manière tout à fait disproportionnée, des classes moyennes supérieures quand il ne s'agit pas de représentants de la classe supérieure tout court. Bref, les gens, je sors de mon tunnel, autant de conditions socio, économico, culturello, politico, Michelangelo, historiques qui tissent une histoire des travailleurs du jeu vidéo sud-africain. Et si depuis le début de cette news, je suis aussi frileux à parler de travailleuses du jeu vidéo sud-africain, c'est que cette même étude du Chimologong-Wits retient que ces professionnels de l'industrie sont des hommes à 83% et que les rares femmes qui trouvaient de la place en 2021 et trouvent encore de la place aujourd'hui le font uniquement dans les grands studios. Le chemin et les luttes semblent encore bien longues de ce point de vue. Bref, un inventaire très chouette cette semaine de la part de Games Industry que j'ai un petit peu agrémenté évidemment, que je vous mets en description. Jeux vidéo en Afrique du Sud et en Afrique tout court par ailleurs, que je continuerai dans les prochains mois évidemment à documenter moi aussi dans Soft Power. अंग्रेजों ने हमारे देश का कर दिया नाश। हम क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, सब कंट्रोल किया जा रहा है और हम कंट्रोल हो रहे हैं। तोड़ दो डर की दीवारें और साहस के पंख फैला के उड़ जाओ, क्योंकि पंख फैलाने में ही वीरता है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बाप मरे या जिए। बड़े सालिम है ये अंग्रेज, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेजों ने ना हमसे सोचने समझने की शक्ति भी छीन ली और इसीलिए आप कहते कि अंग्रेज नहीं तो कौन? क्यों? हम करोड़ों भारतीय, हम चलाएंगे अपना देश, उखाड़ फेंकेंगे उन सबको जिनको लगता है कि वो भारत चला रहे हैं। पर्चों से करेंगे अंग्रेजों के झूठ का मुकाबला। झूठ का नशा सिर्फ सच की गुट्टी से तोड़ा जाता है। कैसे? हम खोलेंगे अपना रेडियो स्टेशन। यह है देश का रेडियो, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। ये रेडियो अंग्रेजों के खिलाफ हमारा सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। आप लोग आजादी के लिए क्या कर सकते हो? देश के लिए जान दे सकता हूँ बलबीर। मैं भी। ये भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई है और अब ये नहीं रुकेगी। Find it, destroy it,
hang those behind it. I will find the radio and the traitors behind it. मुझे क्या पता था सही होने का दाम दर्द से चुकाना पड़ता है। ये रेडियो पूरे मुल्क की आवाज है। हमें अपने देश की गुलामी को तोड़ना होगा। All this must end. आप मुझे जान से मार सकते हैं, पर जिंदा रहते ये रेडियो बंद नहीं होने दूंगी। Les gens, une courte news pour vous parler assez rapidement de Ae Watan Mer Watan, film historique en langue hindi réalisé par Kanan Yver à destination d'Amazon Prime qui nous racontera la vie d'Usha Mehta, cette combattante de la liberté qui travaillait activement comme beaucoup d'autres des activistes des mouvements indépendantistes indiens à obtenir l'indépendance politique des dominations franco-portugo-britanniques. Usha Mehta, dont le nom est aujourd'hui principalement retenu pour son travail à l'élaboration de la radio du Congrès, une station de radio clandestine qui a fonctionné en plein mouvement Quit India en 1942 contre le Raj britannique et pour l'indépendance de l'Inde, et ce alors que Usha Mehta n'était âgé que de 22 ans. Une radio qu'on pouvait entendre jusqu'au Japon, qui a fait l'objet de nombreuses tentatives de censure de la part du gouvernement indien et qui diffusait régulièrement des messages et des discours de dirigeants des mouvements indépendantistes et des journaux télévisés qui traitaient des sujets souvent peu ou pas abordés dans les médias dominants, notamment quant aux violences et aux autres atrocités commises par les soldats britanniques sur place. Je vous passe les détails, mais la source d'émission a fini par être trouvée. Usha Mehta a fini par être arrêtée et emprisonnée à la fin de la dernière émission, et elle a pris 5 ans de travaux forcés à la prison de Yeladawa à Pune. Au sortir de prison et même après l'indépendance de l'Inde en 1947, elle a continué d'être politiquement très active, notamment en travaillant à diffuser la philosophie gandhienne dont elle se revendiquait, philosophie basée sur la vérité, la non-violence, etc. Et c'est donc cette période particulière de sa vie qui sera dépeinte dans ce film biographique historique, période de la création de la station de radio clandestine, ce qui personnellement me hype pas mal. Usha Mehta sera incarné par Sara Ali Khan aux côtés de d'Anand Tiwari, de Sachin Kedekar, d'Abhay Verma ou encore de Sparsh Srivastav. Objectif, selon les producteurs et le réalisateur du film, mettre en avant le courage, les sacrifices et l'ingéniosité de la jeunesse de la nation pendant la lutte de l'Inde pour la liberté, blablabla. Alors oui, évidemment, on pourrait parler de la participation de fait de l'œuvre au tissage d'un grand roman national indien dont la nation est dépeinte de manière unitaire et dans ce cas précis, la résistance dépeinte comme unanime face aux colons britanniques, d'où la mise en avant dès cette bande-annonce de l'idée de nation unique et de cette phrase « Nous sommes des millions indiens, nous dirigerons notre pays et nous expulserons tous ceux qui pensent qu'ils dirigent notre pays », ce qui, évidemment, en plus d'être une énormité historique, participe dans un climat dont on a déjà parlé dans l'émission, où de plus en plus d'œuvres servent sans filtre les discours du pouvoir en place quand elles ne sont pas directement financées par lui, de toutes ces opérations politiques. Je vous renvoie à tout ce qu'on avait pu dire dans l'émission du 20 janvier dernier où l'on parlait d'Annapurani et de Fighter, le Top Gun indien. Tout est encore d'actualité et ça m'évitera de faire doublon. Mais je pense qu'on aurait tort de jeter le bébé avec l'eau du bain et de ne pas jeter un œil à cette Ae Watan Mer Watan qui sera disponible dans 2 semaines sur Amazon Prime, les gens, le 21 mars. Voilà, news habituellement très courte, j'avais pas grand chose de plus à dire, mais je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et pourquoi pas générer chez certains et certaines d'entre vous des vocations de réalisation de films, évidemment. De quoi croyez-vous que je parle ? Il est 19h au Japon, il est 11h en France, vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture vraiment du vendredi, c'est magnifique, c'est l'heure de la pause musicale. On va s'écouter un court extrait d'une bande originale d'animé pour mieux revenir dans une deuxième partie pour parler cette fois-ci de l'affaire Nintendo contre l'émulateur Yuzu, littéralement affaire de Goliath contre Petit Goliath, et affaire dont les conséquences sur le monde de l'émulation pourraient au bas mot être délicate, vous verrez. On parlera également de la 20e saison de Grey's Anatomy, une série qui a beaucoup joué sur ses qualités réelles, mais aussi sur son apparent progressisme, et c'est notamment de cette apparence dont on parlera, et on se tapera très fort ensemble la tête contre du diamant pour parler du scandale qui entoure l'événement Charlie et la chocolaterie qui a eu lieu à Glasgow, en Écosse, il y a quelques jours. Si vous ne connaissez pas encore l'affaire, préparez-vous, ça vaudra largement l'achat des pop-corn. Tout ça, on en reparle dans quelques minutes, juste après la pause musicale de cette semaine. À tout de suite.
Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture, normalement, du vendredi 10h midi sur Twitch. Matinale que vous pouvez suivre en live sur Twitch, mais aussi quelques heures après en VOD sur YouTube ou en audio sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir l'émission financièrement en passant par ma page Patreon, dont le lien est en description de la VOD, des podcasts ou dans le chat si vous suivez l'émission en direct. Voilà, je ne vais pas non plus faire une réclame d'une heure à chaque fois. Vous le savez, vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch, soit directement, soit en utilisant le sub gratuit inclus dans votre abonnement Prime. Bien sûr, merci à toutes celles et ceux qui continuent chaque semaine de laisser des commentaires, des pouces bleus, des évaluations. N'hésitez pas, ça prend vraiment une seconde et ça aide énormément l'émission. Tous les liens en description, dont celui vers le superbe Discord de l'émission, je vois pas comment dire autrement, que je vous invite à rejoindre. L'ambiance y est très cool, il y a du passage et ça permet également de se tenir au courant de l'actualité de l'émission, des prochaines sorties, etc. Vous venez d'entendre le très jazzy All in One Boat, extrait de la très chouette bande originale de l'anime High Card, issue de l'énorme franchise éponyme de Homura Kawamoto, centré autour du poker et qui s'est décliné sur tout un tas de supports différents, dont celui de l'animation. Animation confiée au studio Hibari et bande originale confiée cette fois-ci à Ryo Takahashi, qui n'a pas non plus alimenté des millions de bandes originales d'animés avant, mais qui, comme pour celle de High Card, propose régulièrement de vrais plaisirs d'écoute. Mention spéciale de celle de ACCA 13 Territory Inspection Department et de Skates Infinity, que je vous recommande là aussi très largement, comme tout le reste du travail de Ryo Takahashi par ailleurs. All in One Boat, c'était le titre de la semaine sur Soft Power. Nobody wants to talk about it. Oh, Dr. Bailey, shall we begin? Take a seat and learn something. So who wants to make history? Watch me do it like. A patient died. Your life is over. Which one of you am I firing? No one does it like this. Interns are in trouble. Please tell me it isn't Adams. I am truly stunned that you still work here. You're thinking about getting rid of them? What happened to second chances? Get out of the way! You think your class wasn't as bad as this one? And look at me now. Remember how you got there? Hey, I was waiting for that spot. You were on your phone. Dr. Beltran, pediatric surgeon. I'm sorry I'm a little late. I had an unexpected delay. Who told you about us? We didn't have to. We need to talk about what happened. I kind of told Blue that I loved him. You said a thing last night. Big trauma coming into the back lot. He's got crush injuries. Jaws of life are on the way. You can get me out of this, right? Dr. Altman! Page hunt, page everyone. You needed an OR1. I am scrubbing in. Dr. Altman is in critical condition. You don't have a lot of time. Do the procedure. We're gonna ride. Et c'est parti pour la 20e saison de la série Grey's Anatomy, ou Dr. Grey, leçon d'anatomie au Québec, célèbre série des années 2000, 2010 et désormais 2020, devenue en 2022 la série médicale de première partie de soirée la plus longue des États-Unis, avec plus de 400 épisodes au compteur, dépassant ainsi le précédent record détenu par Urgence. Grey's Anatomy qui pendant des années et des années nous a raconté les tribulations professionnelles et personnelles de personnages gravitant plus ou moins autour de Meredith Grey, interne, résidente, titulaire, puis chef du service de chirurgie générale au Seattle Grace Hospital. En tout cas au début, puisque le lieu changera lui aussi par la suite. Une 20e saison donc, dont vous venez de voir les premières images à l'instant. Premières images confirmant au passage que le personnage de Meredith Grey, qui avait pourtant quitté la série à la saison précédente, est toujours un peu là quand même, notamment à la voix off, mais pas que. L'actrice Hélène Pompeo ayant beaucoup de mal à raccrocher les gants en latex et certainement les chéquiers qui vont avec. 20e saison qui marquera aussi l'arrivée de Meg Marini au poste de showrunneuse, reprenant le rôle que Krista Vernoff avait tenu jusque-là pendant plusieurs saisons. Meg Marini qui a longtemps été l'une des productrices exécutives de la série, et 20e saison dont la production a été fortement marquée par la grève des scénaristes, des acteurs et des actrices de l'année dernière, amenant les équipes de la série à proposer pour cette nouvelle saison 2 fois moins d'épisodes qu'à l'accoutumée, seulement une dizaine d'épisodes contre une vingtaine habituellement. Et pour l'anecdote les gens, la série est tellement longue
longue que sa 4e saison avait elle aussi été marquée par la grève historique des scénaristes d'Hollywood, mais cette fois sur la saison 2007-2008. C'est dire à quel point ça dure. Au casting, on retrouvera Chandra Wilson et James Pickens Jr. qui étaient déjà là lors de la première saison. Quelle dinguerie! Aux côtés de Kevin McKidd, Kim Rave et Camilla Lunnington qui eux aussi sont visiblement lancés dans un sacré marathon. Et ce, aux côtés d'acteurs et d'actrices plus récentes, Harry Shum, Adelaide Kane, Midori Francis, etc., etc. Je connais absolument personne. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour rappeler à votre bonne mémoire que Grey's Anatomy a été une série importante dans l'univers du petit écran, en plus d'être particulièrement populaire, parce qu'elle a pu bien sûr, et avec un certain brio par ailleurs, dépeindre assez efficacement des intrigues de cœur et de corps dans un univers médical dont la pression constante donnait un cadre assez passionnant et passionné au drame personnel du quotidien, mais univers médical qui marquait aussi sa différence avec de plus anciennes séries du genre, en s'inscrivant dans ce nouveau sillon des séries Nip Tuck et Dr House démarrées respectivement 2 et 1 an plus tôt, où l'on délaissait une partie des aspects techniques de la santé pour y préférer une mise en avant plus régulière de mesures extrêmes prétendument justifiées par les cas médicaux présentés, cas médicaux dont la rareté dans la vraie vie était devenue dans ces séries de banals événements perturbateurs. Oui, définitivement, dans Grey's Anatomy, le médical se devait et se doit d'être spectaculaire, sanglant, rocambolesque, souvent pour donner du corps à des protagonistes stressés qui ne demandaient qu'à faire éclater en parallèle leurs soucis quotidiens, dans un monde où l'hôpital fait office d'espace liminal entre vérité publique et personnelle, entre vérité individuelle et sociétale, car si Grey's Anatomy a autant fait parler d'elle, c'est aussi du fait des nombreuses thématiques progressistes qu'elle a pu traiter pendant ses 19 premières saisons, des questions relatives aux LGBT mises en avant très tôt dans la série, avec la relation entre les personnages de Cali et d'Arizona, dont toutes deux chirurgiennes, des questions relatives aussi à l'immigration et notamment à celle afférente de l'accès aux soins, et ce dès les tout premiers épisodes de la première saison, des questions relatives aux droits des femmes ou encore aux armes à feu aux États-Unis, notamment dans le très chouette final de la saison 6 qui nous faisait ressentir que chacun des personnages principaux pouvait y passer à n'importe quel moment. Et tout ça n'est pas si étonnant lorsque l'on sait que Shonda Rhimes, la scénariste, productrice et réalisatrice américaine, est celle qui a lancé Grey's Anatomy, dont elle a par ailleurs showrunné les premières saisons. Shonda Rhimes, dont le travail de ces questions politiques a émaillé la majorité des œuvres sur lesquelles elle a travaillé et dont le soutien au Parti démocrate et notamment à Kamala Harris a toujours été au mieux un secret de polichinelle, quand ce n'est pas carrément transparent comme ces 1,85 millions de dollars investis dans le comité pour soutenir la candidature de Karen Bass, députée démocrate au poste de maire de Los Angeles, ce qu'elle est devenue par ailleurs. Shonda Rhimes ayant longtemps été à l'avant-garde de nombreuses questions sur lesquelles le Parti démocrate américain a eu à se prononcer ces dernières années et se prononce encore aujourd'hui, et ça sans parler de son implication dans Planned Parenthood. Planned Parenthood, organisation qui aide à l'information sur les procédures d'avortement, de contraception, mais aussi à l'éducation sexuelle aux États-Unis et partout dans le monde. Bref, un parcours, vous l'aurez compris, qui a marqué notamment les premières saisons de Grey's Anatomy dans sa façon de concevoir et d'écrire les relations interpersonnelles et les champs d'action, qui a valu bien sûr à la série pas mal de critiques du camp républicain et qui a même marqué sur ces dernières années Ellen Pompeo, l'actrice interprétant Meredith Grey, qui déclarait en 2022 qu'elle aimerait bien que la série soit peut-être frontalement moins progressiste, que les thèmes soient un peu plus diffus, que par exemple on pourrait les répéter plus régulièrement plutôt que les mettre une grosse fois comme ça en même temps, mais de manière peut-être un petit peu moins visible à chaque fois. Ouais, on pourrait faire ça, on pourrait les virer aussi, Hélène. Ce serait encore moins frontal, quelle bonne idée. Mais tous ces débats me paraissent passer à côté de ce qu'il me semble être pourtant un point tout à fait central des conditions de production de la série, à savoir que le prétendu progressisme de celle-ci n'est pas tout à fait n'importe quel progressisme, car si Shonda Rhimes et Grey's Anatomy ont bien évidemment été critiquées sur leur droite par beaucoup de camps conservateurs, il ne faudrait pas oublier qu'elles ont pu l'être aussi sur leur gauche. Certains et certaines reprochant ici notamment à la série son casting entièrement colorblind, avec des acteurs et des actrices afro, latino, sino-blancs, américains et américaines, casting critiqué en ce que celui-ci n'a aucun effet ou que très rarement des effets concrets sur les relations interpersonnelles de la série, construite sur un modèle de société souvent défini comme post-racial, ce qui était d'autant plus apparent avec l'arrivée dans la série d'acteurs et d'actrices comme Diane Carroll et Richard Roundtree, deux acteurs qui ont été importants dans le développement des représentations des Afro-Américains dans l'histoire des œuvres audiovisuelles américaines, mais qui, dans Grey's Anatomy, sont désormais idéalement des personnages uniquement définis par leurs traits de caractère.
Je voulais un monde qui ressemble à celui dans lequel je vivais, déclarait Shonda Rhimes au lancement de la série en 2005. Je continue de la citer, c'est assez éclairant. Je suis au début de la trentaine et mes amis et moi ne restons pas assis à discuter de race. Nous sommes des bébés post-droits civiques, post-féministes et nous tenons pour acquis que nous vivons dans un monde diversifié. Tenir pour acquis de vivre dans un monde diversifié, un discours assez typique des courants d'individualisme libéral où les péchés du passé se retrouvent absous du simple fait d'action héroïque de quelques individus ci et là, où tout n'est question que d'individus décorrélés de leurs groupes sociaux et des trajectoires socio-historiques de ceux-ci, et où par exemple la correction du racisme se fait et se fera à un niveau interindividuel par rationalisation et responsabilisation des comportements. Individualisme libéral qui a souvent été une aubaine, pas toujours conscientisé comme tel par ailleurs, pour les réseaux de diffusion comme ABC qui voyaient là l'occasion de répondre à une réelle demande de représentation des minorités dans les œuvres audiovisuelles, tout en maintenant en parallèle un certain confort anhistorique et dépolitisé, on peut dire ça comme ça, et dépolitisé de la majorité des spectateurs et des spectatrices. Et qu'importe si dans les premières saisons, Weber, Burke et Bailey occupent des postes de haut rang au Seattle Grace, alors que la probabilité que cela puisse arriver dans la vraie vie dans les années 2000 à Seattle, alors composé de 3,6% de noirs américains, dont seulement le quart avait une carrière professionnelle, est plus qu'improbable. Et il me semble que c'est dans ce cadre qu'il faut aujourd'hui observer Grey's Anatomy, observer autant ce que la série dit, et elle dit beaucoup volontairement, que ce qu'elle ne dit pas, tout aussi volontairement, masquant de fait de nombreux processus structuraux discriminants pourtant à l'œuvre dans les rapports sociaux. Bien sûr, il ne s'agit pas de demander à la série d'être un permanent relais de l'antiracisme politique, c'est pas ça, mais il me semble qu'entre le point aveugle favorisant toujours celles et ceux pour qui les rapports de force sont déjà favorables et un congrès de la NAACP, l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, il y a un monde qui mériterait, et toujours aujourd'hui, qu'on l'explore et qu'on le traite à minima avec un petit peu plus de réalité. Grey's Anatomy, les gens, saison 20, ce sera dès vendredi prochain sur ABC et ça devrait arriver dans la foulée sur TF1 et consorts. Et quoi de mieux pour fêter cette nouvelle saison que de citer le docteur Derek Shephard, dit docteur Mamour, qui soulignait dans le culte épisode 24 de la saison 6, je le cite, « La vie humaine est faite de choix, oui ou non, entrer ou sortir, haut ou bas. Et puis, il y a les choix qui comptent, être un héros ou être un lâche. Se battre pour ne pas céder, c'est le choix important. Et ce n'est pas toujours entre nos mains, mais peut-être bien que si. » Vous le savez, dans le jeu vidéo, comme dans la force, il y a le côté lumineux et le côté obscur. Pour beaucoup de bidouilleurs, le côté lumineux, c'est acheter ces jeux et parfois les aimer tellement qu'on a envie de voir ce qu'ils pourraient donner avec quelques modifications. Et quand les jeux sont pas dispo sur PC, certains forcent un peu le destin en utilisant des émulateurs, des programmes qui simulent une console. Ainsi, on a pu... Lundi matin, heure du crime, alors que vous êtes chez vous, tranquillement, en train de jouer aux jeux vidéo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, tout en écoutant le soft power de la semaine dernière, après avoir bien sûr laissé une évaluation positive sur les plateformes de podcast, quand soudain, voilà que quelqu'un frappe à la porte. Voilà, mais vous me direz merci pour les effets. C'est grâce au Patreon de l'émission, surpris par cette poigne vigoureuse de votre appartement à Paris extramuros, puisque vous avez déménagé de force pour faire de la place aux Jeux Olympiques. J'ancre mon récit dans le réel, s'il vous plaît. Vous vous approchez de la porte pour y jeter un œil craintif à l'œilleton. Personne. Vous élevez alors la voix et demandez, non sans jeter un autre coup d'œil au passage, qui cela peut-il donc bien être, quand soudain, la porte se fait défoncer. Et là, sur votre palier, ils sont 5. Non, pas 5, 10, que dis-je, 20 gars en costard. Des Men in Black ? À moins qu'il ne s'agisse d'agents de Matrix, de diplômés de l'ESSEC. Non, rien de tout ça. Il s'agit d'une armée d'avocats de Nintendo, bien remontés et décidés à en découdre avec votre partie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que vous ne jouiez pas, non, que vous ne jouiez pas sur votre Nintendo Switch prêté par votre N+2 pour vous récompenser de vos milliers d'heures supplémentaires non rémunérées. Non. Partie que vous étiez bien en train de jouer sur votre ordinateur, sur un logiciel tout à fait particulier, un émulateur. Découvrant le poteau rose, les avocats se croisent les regards et vous hurlent au visage. Voilà. Bien trop longue cette intro. Bref, ça, c'est un peu le feeling qu'ont dû ressentir les petits gars de chez Tropic Haze LLC, la boîte à l'origine du développement de Yuzu, un logiciel lancé en 2018 et conçu pour émuler le fonctionnement de la console Nintendo Switch sur d'autres supports. Autrement dit, tout était dans les mots, un émulateur. Feeling qu'ils ont dû ressentir devant l'annonce de l'entame la semaine dernière aux États-Unis d'une procédure judiciaire au niveau fédéral devant le tribunal de district de Rhode Island par Nintendo, petit artisan du jeu vidéo japonais, toujours prompt à chercher leur richesse dans d'autres tribunaux.
En cause donc Yuzu, cet émulateur qui, pour Nintendo, je cite le dossier, transforme les appareils informatiques généraux en outils permettant une violation massive de la propriété intellectuelle de Nintendo et les œuvres protégées par le droit d'auteur d'autrui. Rien que ça. Alors, moi et le droit, les gens, ça fait 200 000 vues sur YouTube, mais pourtant il faut bien passer un peu par là pour comprendre les enjeux derrière un tel procès qui est loin d'être anodin. Pour faire très simple, et aussi parce que je serais bien incapable de faire beaucoup plus compliqué, aux États-Unis comme dans bon nombre de pays désormais, le ou la propriétaire du copyright sur une œuvre en a les droits exclusifs de reproduction en termes de copie, d'enregistrement, en a les droits exclusifs de dérivation. Si vous voulez faire un Matrix on Ice par exemple, il faudra passer chez Warner, passer chez les sœurs Wachowski et me passer sur le corps aussi au passage. Et on a aussi les droits exclusifs de distribution des copies, de performance, de diffusion, etc., etc. Bref, une tripotée de droits qui sont exclusifs, sauf quand ils ne le sont plus. Et c'est là que vous avez tout un tas d'exceptions qui viennent temporiser l'exclusivité, exceptions parmi lesquelles on en retrouve notamment 2 qui nous intéressent notamment dans le cadre de l'émulation. L'exception relative au programme informatique qui permet en gros d'utiliser librement une copie de programme sans contrainte de voir sa responsabilité mise en jeu en matière de droit d'auteur dans tout un tas de situations, à commencer par l'archivage. Vous avez un véritable droit à l'archivage, notamment pour vous prémunir contre la destruction ou les dommages causés par une défaillance mécanique ou électrique. Et 2, et peut-être surtout, l'exception de fair use, dont vous avez probablement déjà entendu le nom chez certains youtubeurs français qui se sont trompés de pays et de code de la propriété intellectuelle, à savoir l'idée qu'il est possible, dans certains cas, de contourner l'exclusivité des droits sur une œuvre, dans les cas où vous utiliseriez celle-ci pour des raisons notamment de commentaires, de critiques, d'enseignements, etc. Même si ce fair use, bien sûr, lui-même souffre d'un cadre restreint, de ses propres exceptions, dépendant du but poursuivi, de la nature du copyright, de la part de l'œuvre qui est utilisée, etc. Je passe les détails. En gros, les gens, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tribunaux américains font une vraie distinction entre les jeux ROM d'un côté, qui sont des extractions de jeux de console sous forme de fichiers, par exemple votre fichier de Zelda Tears of the Kingdom, et les émulateurs de l'autre, qui encore aujourd'hui ne constituent pas en soi une contrefaçon, dans la mesure où leur code logiciel est unique, code qui a sans doute fait l'objet d'une rétro-ingénierie pour être mise en place, mais dont cette rétro-ingénierie, elle constitue bien un exemple entrant dans le fair use. Comme en témoigne l'affaire souvent rappelée de l'an 2000, Sony Computer Entertainment versus Connectix Corporation, où la Cour d'appel des États-Unis pour le 9e circuit a statué que la copie d'un BIOS, à savoir le cœur de la console, son micro-logiciel de base, bref, le BIOS a statué que la copie de ce BIOS, lui bien protégé par le copyright, n'était pas une violation du dit copyright lorsqu'il s'agissait de développer un émulateur à partir de ce fameux BIOS, en ce que tout ça était protégé par le fair use. Bref, les gens, pour simplifier encore davantage, l'idée maîtresse, c'est que les émulateurs sont légaux tant qu'on n'y retrouve pas directement et ouvertement les codes de la console à l'intérieur. En tout cas, ça, c'est l'idéal, c'est le principe pour lequel il y a là aussi tout un tas de contre-exceptions. Il est notamment illégal de contourner une mesure de protection technologique comme un mot de passe et un cryptage qui est utilisé pour protéger quelque chose qui est couvert par le droit d'auteur, ce qui peut aller taper dans ces fameux émulateurs. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pour vous dire évidemment que rien n'est gravé dans le marbre et que Nintendo l'avait bien compris la semaine dernière, puisque précisément la firme du milliardaire moustachu retenait en soutien de sa plainte que l'émulateur brisait en l'occurrence de nombreuses couches de cryptage qui protègent les logiciels Switch et les Nintendo Switch. Je vous passe là aussi les détails, mais en gros pour Nintendo, tout ça enfreindrait le Digital Millennium Copyright Act, la loi fédérale qui traite de tout un tas de questions liées aux droits d'auteur créées par l'utilisation des nouvelles technologies et d'Internet. Si vous regardez régulièrement Software en VOD sur YouTube, vous voyez ce qui bloque systématiquement les bandes annonces de films de Bollywood. Et ben c'est exactement ça, le Digital Millennium Copyright Act. Bravo à lui, merci pour le bien-être de l'émission. Retour à notre affaire. Nintendo demandait la semaine dernière l'arrêt total du développement, de la promotion et de la distribution de Yuzu, ainsi que des petits dommages et intérêts par-ci par-là, notamment au titre de nombreux manques à gagner. Et donc, en soutien de ces prétentions, Nintendo a méthodiquement dépeint l'activité de l'équipe derrière Yuzu. Et là, vous allez voir que tout est c'est quand même une affaire extrêmement délicate, puisque Nintendo rappelle notamment que Yuzu fournissait un guide de démarrage rapide sur son site, que ce guide contenait des instructions détaillées sur la façon de commencer à jouer à des jeux commerciaux en piratant la Nintendo
Switch pour la vidéo de ses clés de décryptage, que l'équipe mettait notamment à disposition des liens vers des outils externes pour briser les techniques de cryptage des consoles, qu'elle était aussi très active sur un Discord dédié à l'émulation où s'échangeaient des informations pas toujours ultra légales, qu'elle publiait régulièrement des données de télémétrie, précisant par exemple qu'en juin 2003, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom était de loin le jeu le plus joué sur l'émulateur, et ce quelques jours après avoir annoncé que le jeu tournait parfaitement en 4K sur l'émulation. Hyper discret, les mecs. Tears of the Kingdom, jeu le plus joué, notamment grâce à des firmware, des mises à jour, mises à disposition du public. Plutôt si l'on versait une petite somme sur le Patreon de Yuzu, puisque oui, il disposait d'un Patreon, comme cette émission, par ailleurs, je le rappelle. Patreon qui s'élevait par ailleurs à plus de $30,000 par mois, pas comme celui de cette émission, très très clairement, et que ce Patreon avait doublé dans les 2 semaines de sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bref, une pratique des équipes de Yuzu à minima extrêmement discutable. Je pense que vous me l'accorderez, ce qui n'en fait pas de facto d'ailleurs source d'illégalité, mais qui donnait pas mal de grain à moudre à Nintendo dans son rapport au Digital Millennium Copyright Act. Et évidemment, Nintendo, c'est Nintendo, et l'entreprise forçait énormément dans sa plainte en tentant carrément d'invalider les copies réalisées d'un jeu à fin d'archivage, en fermant la question à « vous avez le droit de jouer sur console Nintendo non modifiée et c'est tout, c'est terminares », ce qui, comme je vous le disais plus tôt, n'est pas du tout la jurisprudence, le courant des décisions de justice actuelles, mais ce qui est en revanche très dans la mouvance de toutes ces entreprises culturelles qui visent ces dernières années de faire passer de l'achat de propriété des œuvres au paiement d'un simple droit à leur accès. On en a régulièrement parlé ici, c'est toujours aussi perfide. Bref, la semaine dernière, Yuzu était hyper confiant. On va tout défoncer. On est solide sur nos appuis. Nous, on n'a pas peur. Nous, on va payer. On va complètement payer. On va tout payer puisqu'on a claquement de doigts seulement quelques jours après le dépôt de la plainte et en l'absence dès lors de tout jugement, les équipes de Tropic Haze ont déposé les armes, acceptant de payer 2,4 millions de dollars de réparation monétaire et de cesser, je cite, d'offrir au public, de fournir, de commercialiser, de faire de la publicité, de promouvoir, de vendre, de tester, d'héberger, de cloner, de distribuer Yuzu ou toute autre fonctionnalité de l'émulateur. S'en est suivi un long message de l'équipe que je vous cite ici en partie. Nous avons démarré les projets de bonne foi par passion pour Nintendo, ses consoles et ses jeux et n'avions pas l'intention de nuire. Mais nous constatons maintenant que parce que nos projets peuvent contourner les mesures de protection technologique de Nintendo et permettre aux utilisateurs de jouer à des jeux en dehors du matériel autorisé, ils ont conduit à un piratage étendu. Sont tous surpris les mecs. En particulier, nous avons été profondément déçus lorsque des utilisateurs ont utilisé notre logiciel pour divulguer le contenu du jeu avant sa sortie et gâcher l'expérience des acheteurs et des fans légitimes. Je continue plus loin, je sais c'est absolument larmoyant, mais écoutez la suite. Le piratage n'a jamais été notre intention et nous pensons que le piratage des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo devrait cesser. Ah oui, c'est ça le bruit des joues qui se vide d'air là, quand on n'y croit pas une seconde. Intéressant. Bref, un dépôt d'armes pour Tropic Haze, il faut supprimer tous les dispositifs de contournement, les outils, les clés cryptographiques. Nintendo utilise dans l'émulateur, remettre tout le matériel Nintendo, y compris le nom de domaine du site internet de l'émulateur, carrément. Dépôt des armes qu'on peut aisément comprendre, a fortiori dans un contexte où Nintendo s'est beaucoup illustré ces dernières années par un océan de cassage de bouche, en ayant poursuivi notamment le site de partage de ROM Universe pour 2 millions de dollars, mais aussi différents sites web de piratage Switch, en ayant aussi interdit bon nombre de jeux créés par des fans qui touchaient de trop près à leur propriété intellectuelle, en ayant participé aussi de bloquer d'autres émulateurs par le passé, même si ceux-ci contenaient directement les clés des consoles, et en ayant aidé à envoyer le pirate informatique Gary Bowser, ça s'invente pas, en prison. Gary Bowser qui, pour la petite histoire, doit 14,5 millions de dollars à Nintendo, qu'il a commencé à payer en travaillant dans la bibliothèque et la cuisine de la prison, où il a pu amasser pendant ses 14 mois d'incarcération 175 dollars. Le chemin va être très long, grosse force à lui, et dans un contexte aussi où beaucoup de juristes américains analysaient qu'en dehors des précédents juridiques en ce qui concerne les émulateurs, le dossier de Tropic Haze allait être un petit peu compliqué, a fortiori qu'il s'agissait ici de l'émulation de jeux d'une console encore actuelle en pleine vie économique, et ce même s'ils avaient quand même des angles de défense. Je vous passe les détails qu'on peut trouver sur pas mal de blogs de professionnels du droit américain, même si certains angles étaient un rien douteux, comme celui de justifier que l'émulateur avait été monté pour permettre l'accessibilité aux joueurs et aux joueuses ayant un handicap. Pas sûr que ça passe. Et s'il y a aussi une autre raison qui peut expliquer les 3 pas en arrière de Tropic Haze,
Ace, même si j'y crois un peu moins, mais elle s'entend, c'est que l'équipe derrière Yuzu aurait pu se mettre sur le bas-côté aussi pour éviter précisément que l'affaire soit jugée et soit la source d'un nouveau précédent en matière d'émulation, parce qu'il y avait aussi un risque dans cette affaire de pile je gagne face tu perds, avec un Nintendo grand gagnant, ce qui aurait eu un large effet dissuasif sur tous les projets d'émulation, déjà que c'est le cas aujourd'hui avec ce coup de pression sur Tropic Haze, mais aussi avec un Nintendo grand perdant qui en réponse aurait pu accélérer des modifications matérielles mais aussi logicielles, notamment en renforçant les composantes jeux-services de ses productions internes pour réduire au maximum les risques de piratage grand public, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, aurait été une catastrophe pour toute la scène émulation, pourtant centrale quant à un point bien trop peu défendu dans l'industrie, à savoir celui de la préservation et de l'archivage des jeux, même si, encore une fois, cette menace costaud de Nintendo va déjà en soi constituer pour les consoliers et pour certains éditeurs un modèle simple à suivre d'attaque, évidemment, a fortiori que le coup de pression de Tropic Haze qui a atteint Yuzu a aussi atteint Citra, un émulateur 3DS développé par la même équipe et qui pour le coup lui avait tout de suite une valeur bien plus évidente de préservation du médium, même si bien sûr il semble très très peu probable que Yuzu ou Citra disparaissent complètement de la circulation, puisqu'on peut déjà retrouver facilement les deux codes en version open source un petit peu partout sur internet, et quelque part heureusement dans une industrie qui se soucie bien peu de sa propre histoire et du bien commun, il me semble que c'est difficile de ne pas y voir là aussi à minima une bonne nouvelle. Bref, s'il est encore difficile de savoir aujourd'hui quelles seront les conséquences très concrètes de cette affaire sur le milieu de l'émulation dans les années à venir, il me semble qu'il faut savoir raison garder et se dire qu'on est peut-être passé à côté de bien pire. En attendant, les questions de l'accès aux jeux vidéo, de sa préservation et de sa conservation, elles restent largement pendantes, et ce n'est pas Nintendo qui nous aidera à y voir plus clair, bien au contraire. Chocolate Factory is a world of pure imagination. There's no life I know to compare with pure imagination. But organizers who tried to recreate the colorful candy scene from the movie in what was advertised as Willy's Chocolate Experience. More or less. Heureux gagnant de ce ticket d'or, Monsieur Willy Wonka te salue, reçoit sa chaleureuse poignée de main. Il t'arrivera des choses étonnantes, de merveilleuses surprises t'attendent, car je t'invite à venir dans ma chocolaterie. Tu seras mon invité pendant toute une journée, toi et tous les autres qui auront eu la chance de trouver mes tickets d'or. Ça, c'est l'invitation rédigée par Willy Wonka, fondateur de la Wonka Chocolate Factory, dans le célèbre roman de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Invitation de celles et ceux qui, en achetant une tablette de chocolat Wonka, avaient eu l'agréable surprise, en tout cas le pensait-il et le pensait-elle à ce moment-là, de découvrir un des très rares tickets d'or cachés sous l'emballage, leur permettant d'accéder à la chocolaterie pour une visite guidée par le chocolatier en personne, Willy Wonka. Découverte des tickets d'or qui devaient, comme c'était le cas chez la famille de Charlie, le protagoniste de cette histoire, générer au moins autant d'excitation à leur vue que celle de toutes ces familles écossaises qui, il y a 2 semaines, se sont rendues au Willy's Chocolate Experience, un événement se déroulant à Glasgow qui promettait beaucoup entre les fontaines de chocolat, les performances d'Oompa Loompa et autres expériences visuelles et interactives directement inspirées du livre de Roald Dahl. Événement qui, en plus, profitait d'un point de vue marketing allègrement de l'énorme succès en salle du film Wonka de Paul King, ainsi que de la mode récente aux expériences dites immersives. Et c'est peu dire que la douche en chocolat à l'arrivée fut froide. Oh oui, qu'elle fut froide, jugez-en par vous-même. Oh my God. Scare the great unknown. Wonderful. I love fantastic. Please vote a scary face of the great unknown. It's an everlasting gobstopper. What was that? Why did he do that? I'm not joking. I paid £40 a ticket for this. Smallest bouncy castle in the world, and I bet we have to pay for that food over there. These are like the photo bits there. What? Oh. Pour celles et ceux qui écoutent l'émission en podcast, comment vous résumez ça autrement que par le vide et le néant? Une vingtaine de chaises, 4 tables et demi, quelques bonbons par-ci par-là. Et quand je dis quelques, c'est vraiment quelques, puisque c'était littéralement un bonbon et un quart de tasse limonade par enfant. C'est pas une blague, et 0 chocolat. Et un château gonflable à peine gonflé. C'est tout ce que l'on pouvait trouver dans cet entrepôt de tôle à moitié vide, dont la seule entrée coûtait l'astronomique somme de 40 € par tête de pipe. Ni une ni deux.
2022, un scandale a évidemment éclaté, bon nombre de familles étant reparties furieuses et très vocales de l'événement. Événement qui devait se tenir tout un week-end et qui a finalement été brusquement annulé le samedi après-midi, quelques heures seulement après que le site web de l'événement a mis à jour son descriptif de celui-ci, précisant désormais qu'il n'était pas lié officiellement à la franchise Wonka, si jamais quelqu'un avait pu en douter après avoir franchi le seuil de cet entrepôt. Scandale qui a amené l'organisateur de l'événement, The House of Illuminati, attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, à reconnaître que l'événement était en effet pas tout à fait Crazy Kiwi et que toutes les personnes qui étaient venues allaient être remboursées. En tout cas, ça, c'est ce qui était écrit sur la page Facebook de l'événement avant que celle-ci disparaisse à son tour. Les familles et les personnes embauchées pour animer l'événement se sont, elles, bien rassemblées dans un nouveau groupe Facebook, histoire de discuter de la façon dont elles allaient régler cette affaire, puisque oui, il faut le préciser aussi, les animateurs et animatrices de l'événement, fringués avec des perruques bon marché livrées la veille et devant jouer des scènes absolument imbitables, littéralement écrites par des IA génératives, c'est toujours pas une blague, ces animateurs et animatrices n'ont pas été payés pour la majorité d'entre elles et d'entre eux, IA génératifs qui ont aussi été largement utilisés dans la concoction du site internet de l'événement avec des illustrations très clairement mid-journée-core et des tonnes de phrases qui n'avaient aucun sens pour un événement rempli de divertissements enchérissants, plein de boîtes de conserve, je vous dis, imbitable. IA génératifs qui se sont fait également un petit kiff en élaborant tout un nouveau lore pour Charlie et la chocolaterie, en créant tout un tas de nouveaux personnages, à commencer par Willy McDuff, chocolatier de son état aidé de ses Wonky Doodle, en lieu et place des Oompa Loompa. Willy McDuff qui devait affronter le terrible et cauchemardesque Unknown, un mauvais chocolatier qui vit dans les murs. Mais qu'est-ce que c'est que cette limonade Unknown que vous avez pu voir au début de la vidéo retraçant l'événement avec son masque de fer et sa longue toge noire qui a fait peur à plus d'un enfant sur place. Pourquoi, comment, ça, on sait Oompa Loompa, mais retenez bien ça aura son importance dans quelques secondes. Bref, expérience catastrophique, arnaque évidente dont on peut sérieusement douter qu'elle amène à remboursement un jour. Mais expérience qui aura dans son malheur au moins apporté son lot de mèmes pour l'année, comme cette incroyable photo de la comédienne Kirsty Patterson grimée en simili Oompa Loompa et qui semble largement sombrer devant la médiocrité de l'événement. Et vous croyez les gens que l'histoire est finie? Vous croyez que l'histoire est finie? Mais que vous êtes bien normaux, vous êtes complètement normaux, mais le réel, lui, a décidé d'en faire autrement, puisque non, c'est pas fini. À chaque décharge son vautour et la société Caledonia Pictures a annoncé officiellement plancher sur un film centré sur le personnage de Unknown, film qui suivra l'histoire d'un illustrateur renommé et de sa femme hantée par la mort de leur fils Charlie et qui, pour échapper à leur malheur, se rendront dans les Highlands écossais où un mal inconnu les y attend, ce qui devrait vous rappeler sans mal la tendance actuelle aux nombreux projets d'adaptation en films d'horreur de franchises pour enfants avec Winnie l'ourson, Blood and Honey dont on avait déjà parlé dans l'émission, mais aussi les projets à venir sur Bambi, La Fée Clochette, etc. The Unknown, le film qui devrait donc sortir très vite, puisque le film vise une sortie en toute fin d'année, sauf les gens, si tout ceci est également une énorme arnaque, un gigantesque scam encore une fois, Caledonia Pictures n'existant officiellement que depuis quelques jours, la société n'existant nulle part dans les entreprises enregistrées au Royaume-Uni et son site officiel étant intégralement en email only. Voilà. Oh, vous voulez une dernière blague? Vous en voulez une dernière? C'est pas fini. Le synopsis du film The Unknown, publié sur un site web dédié, semble lui aussi avoir été écrit avec une intelligence artificielle générative, les détecteurs d'IA suggérant une probabilité de 92% que celui-ci ait en effet été généré par un chatbot. J'ai rarement vu des boucles aussi bouclées que celle-ci. Fin de l'histoire. Les gens, pour le moment, heureux gagnant de ce ticket d'or, reçoit cette chaleureuse poignée de main. Il t'arrivera des choses étonnantes, de merveilleuses surprises t'attendent et de beaucoup moins merveilleuses du coup. Affaire à ne pas suivre, j'espère. Voilà, c'est la fin des news de cette semaine. On aurait pu parler de tout un tas d'autres choses comme ce chouette article d'IGN.com qui cette semaine est revenu sur une question trop peu souvent posée dans l'industrie du jeu vidéo. Comment les licenciements massifs qui ont actuellement cours dans l'industrie atteignent tout particulièrement les développeurs et développeuses de jeux qui ont un handicap. L'article dresse un tableau assez sombre de ces travailleurs et de ces travailleuses qui, en plus de perdre leur emploi, se voient souvent aussi contraintes dans la foulée de sacrifier leur traitement et leurs soins, à plus forte raison aux États-Unis où l'accès à des prestations sociales est toujours particulièrement corrélé à l'emploi, et ce malgré la mise en place des Medicare et autres Medicaid de ces dernières années. L'article très intéressant
évidemment donne la parole à celles et ceux qu'on entend rarement sur les médias jeux vidéo et qui en composent pourtant une partie du réel. Lecture nécessaire, il me semble. On aurait pu parler également de toute l'affaire d'Israël à l'Eurovision 2024. Eurovision, on en avait parlé l'année dernière, ce grand concours international de chant qui se veut absolument apolitique et qui chaque année est bien évidemment marqué par des événements de nature politique. Comme cette année précisément, puisque les organisateurs de l'événement ont refusé la proposition israélienne October Rain, une ballade chantée par Eden Golan dont les paroles étaient chargées, comme le suggère le titre, de référence à l'attentat du 7 octobre dernier. Refuser, c'est un bien grand mot. Il a surtout été demandé à Israël de réviser les paroles de leur candidature potentielle. Et après s'être énervé un bon coup dans les médias locaux, c'est finalement ce qui a été fait, puisque les paroles seront bien révisées à l'arrivée. Pour en avoir le cœur net, les gens, l'Eurovision 2024, ce sera du 7 au 11 mai prochain. Je vous propose qu'on reste en musique. On aurait pu parler aussi des cinémas AMC aux États-Unis qui ont enregistré une augmentation de 11,5% de leurs revenus trimestriels d'une année sur l'autre. Une hausse très importante attribuée, selon le PDG du groupe, Adam Aron, entièrement au film de concert. Tendance dont on avait déjà parlé dans l'émission à plusieurs reprises avec le film concert de Beyoncé et celui de Taylor Swift pour sa tournée Eras Tour. Tendance qui se confirme donc. Je cite le PDG d'AMC parce que vraiment j'adore citer les PDG, c'est mon hobby numéro 1, après celui de marcher sur des braises enfilées sur des cure-dents. Ces deux films ont grandement contribué aux ventes de billets de cinéma dans l'ensemble de notre industrie, car à eux seuls, ils représentaient, écoutez ça bien, 1/9 du box-office total de l'industrie nationale au 4e trimestre, ce qui est énorme et quelque part assez inattendu. Taylor Swift The Eras Tour ayant à lui seul remporté quasi 262 millions de dollars de revenus dans le monde. On comprend mieux, a fortiori vu l'extraordinaire popularité de l'artiste, que Disney ait mis beaucoup de billets sur la table. On parle de 75 millions de dollars pour accueillir une longue version inédite de ce concert sur sa plateforme de streaming Disney+, version longue qui a dévoilé ses premières images cette semaine et qui débarquera donc sur la plateforme dès vendredi prochain. Ça va être carton plein, c'est clair, c'est pas possible autrement. On aurait pu parler de cette entrevue donnée avec le président de la République au sein de l'Express qui, le 29 février dernier, a proposé l'autrice, compositrice, interprète Aya Nakamura pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Aya Nakamura, juste l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify, la plus écoutée à l'étranger, sacrée artiste féminine de l'année aux victoires de la musique 2024. Normal donc, même si ça met déjà la pression pour qu'elle chante des classiques de la chanson française, évidemment. Enfin, normal, pas chez tout le monde, vu l'énorme front médiatique contre sa performance, autant chez BFM TV que chez CNews, avec Gaspard Proulx sur Europe 1. Aya Nakamura, c'est de l'incitation à la haine acoustique, mais qu'est-ce que vous racontez sérieux? Bref, un bon cocktail de condescendance, de rapport à la légitimité de la culture, le tout teinté en base arrière conceptuelle de racisme, tout y est, le soupir est intense. On aurait pu aussi parler des premières images de Ourika, et non, je ferai pas la blague de dire que c'est un biopic sur le savant Archimède. Non, Ourika, donc nouvelle série estampillée Amazon Prime Video, coécrite et portée par Booba, aux côtés de Clément Godard, de Clément Gournay et de Vincent Lantohen. Série dans laquelle le rappeur jouera également un petit rôle, parce que celui-ci sera tout à fait secondaire, dans ce qui, à la vue de ses premières images, semble être un melting pot de la French, de Narcos, de Hit, de Scarface et j'en passe. Curiosité piquée de mon côté, ce sera disponible le 28 mars prochain. On aurait pu également parler de la première bande-annonce pour la nouvelle adaptation du Comte de Monte Cristo d'Alexandre de la Paltière et de Mathieu Delaporte, avec Pierre Ninet dans le rôle d'Edmond Dantès. Plus de 60 millions d'euros de budget, film s'inscrivant dans la droite ligne du grand plan de Pathé et de blockbusterisation du cinéma français aux côtés des Trois Mousquetaires et d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Grand plan dont on avait déjà parlé dans l'émission. Résultat, même photo dégueu, même traitement de la lumière, même façon d'appréhender le dialogue. Ça, j'ai arrêté d'y croire. Vraiment, j'ai arrêté d'y croire. Il y avait aussi cette semaine la bande-annonce du nouveau film Garfield avec Chris Pratt et Samuel L. Jackson dans les rôles principaux, c'est non. Pareil pour l'annonce d'un redémarrage riche en action et en format série télévisée de Baywatch, Alerte à Malibu en français dans le texte, c'est non. Nouvelle bande-annonce aussi pour Ghostbusters, Frozen, c'est non. C'est clairement non. Allez hop, tout le casting, tout le projet, tous les scripts dans la Ghost Trap, qu'ils n'en ressortent plus jamais, s'il vous plaît. Tout ça, c'est non. Par contre, les nouvelles images de la série Fallout chez Amazon Prime qui finalement sera disponible d'un bloc le 11 avril prochain, ça c'est plutôt oui et j'en suis le premier surpris. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ici là. En attendant, les gens, je vous propose de définitivement clore les news de cette semaine et de passer aux recommandations de l'émission.
dans mon histoire, dans l'histoire de beaucoup de gens, ce qui nous a construit, c'est justement certaines soirées dans l'histoire. La seule boîte en tant que boîte vraiment que j'ai kiffé entre parenthèses, c'était quand même le Gibus, mais parce que c'était autre chose. T'avais vraiment une vraie direction artistique. T'avais tous les vendredis, tous les samedis, t'avais des vrais DJ et t'avais vraiment quelque chose qui se passait. C'est pour ça que je veux défendre par rapport à ce que tu dis, Daz, les clubs, dans le sens où moi, en fait, je me suis remis il y a quelques années d'une certaine manière, où en fait, je me suis mis tout court, et à Paris, en fait, parce que aussi, je suis amateur de musique, il y a des clubs mythiques, il y a des histoires marquantes dans la musique, et j'ai envie de vivre cette expérience. Et en fait, c'est trop cool, les clubs, de manière générale. En vrai, tu passes une bonne soirée. Les gens, cette semaine, pour bien commencer les recommandations, je vous propose de retourner dans le monde du DJing, cet art de jouer et de mettre en scène de la musique enregistrée pour un public en direct, puisque la décidément très qualitative chaîne Monte le Son a reçu il y a quelques jours pour le 63e numéro de son podcast Dans le Tempo, le DJ Dirty Swift, de DJ emblématique et l'un des pionniers de la Dirty South et de la Trap en France. Dirty Swift qui a sorti en octobre dernier un livre Culture DJ dans lequel il revient en partie sur l'histoire du mouvement avec une grosse dominante sur la France, et c'est en partie pour ça qu'il est invité à discuter dans ce passionnant podcast de plus de 2 heures de son métier au sens le plus noble du terme, parlant tour à tour du passé, du présent et du potentiel futur de celui-ci. Mention spéciale à la dernière partie sur le métier même de DJ et son actualité. C'est vraiment très chouette puisque la profession a dû s'adapter à une envie d'expérience festival de plus en plus forte chez les auditeurs et chez les auditrices, mais aussi s'adapter à la démocratisation des technologies, à la fermeture de bon nombre de clubs. Bref, encore un gros banger du côté de chez Monte le Son. Quoi de mieux pour commencer les recommandations de cette semaine que de le faire en musique. Tout savoir sur les DJ, histoire, évolution technique, réalité du métier, etc. C'est sur YouTube que ça se passe, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. En opposition à des DA dites réalistes. Et ces 2 points, on les retrouve du coup très fortement dans la vidéo du Vortex, et ça aboutit à la conclusion que vous connaissez, mais du coup, dans l'idée qu'il faudrait des jeux plus courts et plus moches pour corriger les conditions de prod. Et en plus, ça tombe bien, parce que c'est des jeux que la dev du dimanche, Real Myop, veut, et moi aussi. Du coup, tout le monde est content à la fin. Sauf que cette conclusion, même si c'est un vieux pieu auquel j'aimerais croire, je trouve qu'elle tient pas. Et je précise maintenant... Vous vous souvenez, il y a quelques semaines dans l'émission, je vous avais recommandé la plutôt chouette vidéo de la chaîne de vulgarisation Le Vortex qui, en partenariat avec le vidéaste Le Réveilleur, s'intéressait à la question de savoir s'il fallait ou non en finir avec la guerre des consoles, une façon indirecte de se poser la question du rapport du jeu vidéo à l'écologie. Et cette semaine, c'est l'excellente chaîne Game Dolls Advance qui fait une sorte de vidéo réponse, non pas spécialement à celle du Vortex, mais vidéo réponse à ce même Internet devenu argument premier degré pour beaucoup, à savoir je veux des jeux moins beaux, moins longs, faits par des gens mieux payés pour travailler moins. Dans cette vidéo, Lenofi du collectif Game Dolls Advance vient mettre des grosses tatanes dans cette proposition, travaillant à replacer dans une perspective historique les problématiques des conditions de travail des travailleurs et travailleuses de l'industrie du jeu vidéo, en ce que des jeux moins beaux et moins longs n'assureront pas de facto de meilleures conditions de travail comme ils ne l'assuraient déjà pas par le passé, et en ce qu'il revient de se poser avant tout la question du mode de production si l'on veut réellement lutter efficacement de ce côté-là. Chouette capsule de Lenofi pour Game Dolls Advance, donc un collectif tout nouveau, tout beau, qui mensuellement travaillera à un nouveau podcast jeux vidéo, pas du tout orienté politiquement, c'est ça qu'on aime, des jeux plus moches pour l'écologie, vraiment, c'est la question que se pose Lenofi cette semaine, lien évidemment en description. Provoque également l'abandon du film Uro in Blue, le projet de suite des Ailes données à mise sur lequel travaillait Anno. Le studio Gainax est alors au bord de la faillite. Son prochain projet risque d'être le dernier. C'est à ce moment que la chance finit enfin par sourire. Anno Hideaki obtient l'opportunité de produire une nouvelle série animée auprès du label King Records. Sachant que cela pourrait être la dernière production de son studio, le réalisateur prodige souhaite créer un projet bien plus personnel que ses précédentes œuvres, en y mettant toute son âme et toutes les ressources qui sont à sa disposition. Ce projet, c'est Evangelion. Alors que le camarade Angry Waifu passe de temps en temps à autre sur le chat de l'émission, le bougre nous avait bien caché qu'il était à la tête d'une chaîne YouTube dans laquelle celui-ci parle manga et japanimation. Et alors qu'on pensait le projet au moins en pause, la dernière vidéo datant d'un peu plus de 2 ans, voilà qu'une nouvelle création a récemment passé les grilles de mon algorithme de recommandation, me rappelant à la vivacité de la chaîne. Et cette semaine, l'ami Angry Waifu s'est intéressé à un monstre de la japanimation, Evangelion, l'un des animés les plus populaires de l'histoire
savoir que le vidéaste va travailler à remettre en contexte de production, de diffusion quant à la personnalité de son réalisateur Hideaki Anno, aussi dont on avait déjà pas mal parlé dans l'émission. Et cette vidéo vous parlera d'autant plus si vous ne connaissez rien à l'œuvre totale qu'a été Evangelion, en ce qu'elle vous aidera bien au contraire à comprendre l'importance que celle-ci a pu avoir dans l'histoire de la Japanimation, y compris encore aujourd'hui dans beaucoup d'œuvres qui s'en inspirent et qui vont même jusqu'à la référencer et la révérencer. Allez, force aux camarades Angry Waifu, l'animé qui a révolutionné la Japanimation, lien en description. L'histoire, normalement, vous la connaissez. Les bolcheviks derrière Lénine font la révolution, car en 1917, sous les neiges et les tempêtes, ils sauvèrent les soviets. La terre, oui, le pain peut-être, mais la paix encore moins sûre. C'est un bordel sans nom, il y a des assassinats de partout, tout le monde se traite de petits bourgeois sosdem révisionnistes, ascendance impérialiste, il y a le droit des femmes, la sécu, la police secrète, les gens apprennent à lire, bref, c'est la naissance de l'URSS. À l'avènement de l'espoir. Pour bien terminer les recommandations de cette semaine, je vous propose de partir en URSS. Attendez, c'est vraiment écrit ça sur mon conducteur. Oui, en URSS, absolument. En URSS, donc très bien, hein, les chapkas, la vodka, le film de Jean-Jacques Hano. Elle est un petit peu technique celle-ci, puisque la chaîne Red Habit Ball cette semaine s'est intéressée à certaines des influences du brillant animé Puella Magi Madoka Magica, et notamment à la patte du collectif Gekina Inukare, composé de Yosuke Anai et de Ayumi Shiraishi, dont les œuvres sont particulièrement inspirées des styles d'animation russes et tchèques et d'une grande partie des productions socialistes de l'époque. Une vidéo qui va revenir sur ce courant si spécifique d'œuvres, son histoire, ses influences et comment et peut-être pourquoi celles-ci se matérialisent à leur tour dans Puella Magi Madoka Magica, toujours le titre de l'enfer. Bref, quoi de mieux que de bien finir les recommandations de cette semaine avec une bonne grosse révolution des familles. Je ne sais pas, Madoka est-il un animé crypto-soviétique? C'est encore une fois sur YouTube que ça se passe. Voilà, c'est la fin de Soft Power. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. On se rapproche doucement de la 50e. Si vous êtes arrivé en cours ou que vous souhaitez rattraper le début de l'émission ou que vous souhaitez réécouter les anciens numéros de Soft Power, c'est possible en VOD sur YouTube et en audio sur toutes les plateformes de podcast. Tous les liens sont en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui encore pour ce nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée du tout Laputa, à l'exception de toutes les autres. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 10h midi, pour un tout nouveau numéro de l'émission. Et en attendant, vous le savez, regroupez-vous. Allez, ciao!